Sixième partie. Nous, les savants. Thèse 204e. Au risque de moraliser et de prouver une fois de plus que celui qui moralise ne fait en somme, comme le dit Balzac, que montrer ses plaies sans pudeur, je me hasarderais à protester contre un bouleversement qui tente à s'établir dans le monde intellectuel, bouleversement qui modifie insensiblement la place respective de la philosophie et de la science. L'expérience seule, et qui dit expérience ne dit-il pas mauvaise expérience, confère le droit d'émettre un avis sur cette importante question de préséance. On risque d'en parler comme les aveugles des couleurs et de prendre parti contre la science à la manière des femmes et des artistes. Ah, cette maudite science, gémit leur instinct ou leur pudeur, elle voit toujours l'envers des choses. La déclaration d'indépendance de l'homme de science, son affranchissement de la philosophie, est une conséquence indirecte de la pensée démocratique et de ses prétentions. Aujourd'hui, le savant étale partout sa suffisance, il se glorifie lui-même. On voit fleurir la bonne opinion qu'il a de lui, spectacle qui ne laisse pas de manquer de goût. Foin de tous les autres, voilà ce que son instinct souffle au vulgaire, en cette matière aussi. Et maintenant que la science s'est victorieusement défendue contre la théologie, dont elle fut trop longtemps la servante, elle prétend, dans son exubérance et son étourderie, dicter des lois à la philosophie, jouer à son tour au maître, que dis-je, au philosophe. Ma mémoire de savant, ne vous déplaise, regorge de naïveté outrecuidante touchant la philosophie et les philosophes, que j'ai entendu tomber de la bouche de jeunes naturalistes et de vieux médecins, sans parler des plus instruits et des plus infatués des savants, les philologues et les professeurs, qui sont l'un et l'autre par métier. Tantôt c'était le spécialiste au domaine étroitement délimité qui se défendait instinctivement contre tout effort de synthèse et toute aptitude à la synthèse. Tantôt c'était le travailleur acharné qui avait subodoré dans l'âme du philosophe un parfum d'otium et de luxe aristocratique et qui s'en était senti diminué et gêné. Tantôt c'était le daltonisme de l'utilitariste qui ne voit dans la philosophie qu'une succession de systèmes réfutés et un gaspillage qui ne profite à personne. Dans tel cas, on craignait de tomber dans un mysticisme déguisé et de tracer des frontières à la connaissance. Dans tel autre, le mépris d'un philosophe particulier s'était généralisé involontairement en mépris de la philosophie. Chez de jeunes savants, j'ai décelé le plus souvent, sous le dédain altier de la philosophie, la pernicieuse influence d'un philosophe qu'on avait cessé de suivre dans l'ensemble, mais sans s'affranchir de sa mésestime pour d'autres philosophes, le résultat étant une aversion générale contre toute espèce de philosophie. Telle est, me semble-t-il, l'influence de Schopenhauer sur l'Allemagne contemporaine. Sa fureur inintelligente contre Hegel a eu pour conséquence de couper les liens entre les jeunes Allemands et la culture allemande, laquelle, tout bien pesée, avait pourtant porté le sens historique à un point culminant d'acuité et de clairvoyance divinatoire. Mais sur ce point, Schopenhauer fut d'une indigence quasi géniale, très peu ouvert, très peu allemand. De plus, et par-dessus tout, c'est sans doute le caractère humain, trop humain, bref, la misère de la philosophie moderne qui a le plus fortement ruiné le respect dont jouissait la philosophie et ouvert la porte aux instincts vulgaires. Il serait vain de se le dissimuler. Le style d'un Héraclite, d'un Platon, d'un Empédocle, ou quel qu'ait été le nom de ces figures royales et grandioses, de ces solitaires de l'esprit, ce style-là fait cruellement défaut à notre monde contemporain. Et c'est à bon droit qu'en face des représentants actuels de la philosophie, que la mode exalte au pinacle aussi bien qu'elle les voue aux gémonies, par exemple en Allemagne les deux lions de Berlin, l'anarchiste Eugène Düring et l'amalgamiste Eduard von Hartmann. Un brave homme de science est fondé à se sentir d'une espèce plus noble.
La vue de ces philosophes au micmac qui se nomment réalistes ou positivistes est bien propre à éveiller une dangereuse méfiance dans l'âme d'un savant jeune et ambitieux. Il saute aux yeux que de tels philosophes sont eux-mêmes, dans le meilleur des cas, des érudits et des spécialistes. Ce sont tous des vaincus qui ont été ramenés sous la loi de la science, des hommes qui, un jour ou l'autre, ont attendu davantage d'eux-mêmes, sans avoir aucun droit à ce davantage, ni à la responsabilité qu'il implique, et qui maintenant, en toute honnêteté, pleins de rage secrète et de ressentiment, ne croient plus à la mission souveraine ni à la primauté de la philosophie, et incarnent cette incrédulité dans leurs paroles et dans leurs actes. Mais disons-le pour terminer, comment pourrait-il en être autrement? La science fleurit de nos jours et ne fait pas mystère de sa bonne conscience, alors que ce à quoi toute la philosophie moderne s'est peu à peu réduite, ces restes de philosophie, ne suscitent que la méfiance et le dégoût, sinon l'ironie et la pitié. Réduire la philosophie à la théorie de la connaissance, en faire littéralement une timide doctrine du doute et de l'abstention, une philosophie qui ne franchit même pas le seuil de son domaine et se refuse misérablement d'y pénétrer, ce n'est rien d'autre qu'une philosophie in extremis, à l'article de la mort, à l'agonie, un objet pitoyable. Comment une pareille philosophie pourrait-elle régner? Je vous le demande. Thèse 205e. Les dangers qui menacent le développement d'un philosophe sont en vérité si nombreux de nos jours qu'on en vient à se demander si un tel être peut encore parvenir à maturité. L'édifice des sciences a pris des proportions colossales. Il en résulte que le philosophe risque de se fatiguer alors même qu'il n'a pas fini d'étudier ou de s'arrêter en un point quelconque et de se spécialiser, de sorte qu'il renonce à atteindre le sommet, le lieu qui lui découvrirait tout l'horizon et d'où il regarderait les choses de haut en bas. Ou encore, il atteint cette cime trop tard, quand ses meilleures années et ses meilleures forces sont déjà passées, où il y arrive l'esprit diminué, moins fin et déclinant, de sorte que son coup d'œil, l'ensemble de ses jugements de valeur, ne signifie plus grande chose. Peut-être sera-ce justement la finesse de sa conscience intellectuelle qui le fera hésiter en chemin et qui le retardera. Il redoutera de tourner en dilettante et au touche-à-tout. Il sera trop bien qu'un homme qui a perdu le respect de soi perd aussi son autorité en matière de connaissance qu'il ne domine plus, à moins qu'il ne consente à se muer en comédien, en Cagliostro de la philosophie et en charlatan, bref, en imposteur. C'est là en définitive une affaire de goût, sinon de conscience. Mais ce qui met le comble aux difficultés du philosophe, c'est qu'il exige de soi un jugement affirmatif ou négatif, non pas sur les sciences, mais sur la vie et la valeur de la vie, qu'il se persuade difficilement d'avoir le droit ou même le devoir de porter un tel jugement, et que pour parvenir à ce droit et à cette foi, il doit se frayer son chemin, non sans hésitation ni réticence, à travers l'expérience la plus étendue, peut-être aussi la plus bouleversante et la plus destructrice. En fait, la foule a longtemps méconnu le philosophe. Elle l'a confondu tantôt avec l'homme de science et le savant idéal, tantôt avec le mystique exalté qui s'enivre de Dieu, se détache de ses sens et s'éloigne du monde. Aujourd'hui, lorsqu'on entend dire de quelqu'un qu'il vit en sage ou en philosophe, l'éloge ne signifie guère plus que ceci. C'est un homme avisé et prudent qui se tient à l'écart. Pour le populaire, la sagesse est une espèce de fuite, un moyen et un art de tirer son épingle d'un jeu dangereux. Mais le vrai philosophe, n'est-ce pas notre sentiment, mes amis, mène une vie non philosophique et non sage, avant tout une vie imprudente. Il assume le fardeau et le devoir des 100 tentatives,
des 100 tentations de la vie, il se risque continuellement lui-même, il joue le jeu dangereux. Thèse 206e. Comparé au génie, à l'être qui engendre ou qui enfante, ces deux mots pris dans leur acception la plus forte, le savant, l'homme de science moyen, tient toujours quelque peu de la vieille fille. Comme elle, il ignore ces deux fonctions suprêmes de l'être humain. À tous deux, au savant et à la vieille fille, on accorde de la considération à titre de dédommagement. On souligne même cette considération, encore qu'elle soit forcée et n'aille pas sans mauvaise humeur. Regardons de plus près. Qu'est-ce qu'un homme de science? D'abord, un type d'homme qui sent sa roture, avec les vertus du roturier, de l'homme qui ne commande pas, qui n'exerce pas d'autorité, qui ne se suffit pas à soi-même. Il a le goût du travail, il prend docilement sa place dans le rang, ses talents et ses besoins sont réguliers et modérés, il reconnaît d'instinct ses pareils et sait ce qu'il leur faut, par exemple ce peu d'indépendance et ce lopin de prairie, sans quoi il n'est pas de tranquillité dans le travail. Il prétend être honoré et reconnu à sa valeur, ce qui suppose d'abord et par-dessus tout qu'il soit reconnaissable. Il compte sur son bon renom, ce rayon de soleil qui illumine son existence, cette durable sanction qui lui confirme son mérite et son utilité, et lui permet de surmonter l'insécurité intime qui gît au fond de tous les hommes dépendants et des bêtes de troupeau. Comme on peut s'y attendre, le savant présente aussi des maladies et des vices d'une espèce sans noblesse. Il regorge d'envie mesquine, il a un œil de lynx pour les tares des natures qu'il ne peut prétendre égaler. S'il ne manque pas de confiance, c'est comme un homme qui se laisse aller mais non pas emporter. Il se montre particulièrement froid et fermé devant l'homme qu'un grand courant emporte. Son œil brille alors comme un lac uni et morne dont la surface ne se ride d'aucun enthousiasme, d'aucune sympathie. Ce qu'un savant peut faire de pire et de plus redoutable lui vient de l'instinct de médiocrité qui le caractérise, de ce jésuitisme de la médiocrité qui travaille instinctivement à la ruine de l'homme d'exception et s'efforce de briser, mieux encore de détendre tout arc tendu. Détendre, avec des ménagements, bien sûr, d'une main légère qui ne veut pas faire souffrir, détendre avec une compassion qui inspire la confiance. Voilà l'art propre au jésuitisme, lui qui a toujours su se faire passer pour une religion de la pitié. Thèse 207e. Quelle que soit la reconnaissance que l'on doive témoigner à l'esprit objectif, et qui n'a jamais été écœuré à mourir de tout le subjectif et de sa maudite ipsissimosité. Il faut apprendre aussi à se méfier de cette reconnaissance et mettre un frein aux louanges excessives qui saluent depuis peu le détachement et la dépersonnalisation de l'esprit, comme si c'était là une fin en soi, une rédemption, une transfiguration. Ainsi en est-il notamment dans l'école pessimiste qui a de bonnes raisons de décerner les honneurs suprêmes à la connaissance des intéressés. L'homme objectif qui a cessé de jurer et de pester comme le pessimiste, le savant idéal chez qui l'instinct scientifique parvient à son plein épanouissement, après avoir subi 1000 échecs totaux ou partiels, est sans doute un des instruments les plus précieux qui soient, mais sa place est entre les mains d'un plus puissant. Il n'est qu'un instrument, disons-nous. Il est un miroir, il n'est pas une fin en soi. L'homme objectif est effectivement un miroir, habitué à se soumettre à tout ce qui veut être connu, sans autre plaisir que celui de connaître, de refléter. Il attend que quelque chose se présente, et s'applique alors à ne rien laisser perdre sur sa surface,
sur son épiderme, du passage léger et fantomatique des êtres. Ce qui subsiste en lui de personnel lui paraît fortuit, souvent arbitraire, plus souvent encore importun, tant il s'est fait le lieu de passage, le reflet d'êtres et d'événements étrangers. S'il revient à soi-même, c'est non sans effort et souvent à faux. Il erre et se trompe aisément quand il s'agit de ses propres besoins, seul domaine où il manque de finesse et se montre négligent. Peut-être s'inquiète-t-il de sa santé ou de la mesquinerie intellectuelle de l'air confiné qu'il respire dans la société de sa femme et de ses amis. Peut-être manque-t-il de compagnons et de relations sociales. Il se contraint alors à réfléchir à son tourment. En vain. Déjà sa pensée s'élance au-delà et envisage un cas plus général. Le lendemain, il ne sait pas plus que la veille comment il pourrait remédier à son mal. Il est serein, non pas parce qu'il ignore la détresse, mais parce qu'il n'a pas de doigt pour sa détresse, qu'il ne sait pas la manier. Son habitude de faire face à toute chose et à tout événement, l'accueil rayonnant et cordial qu'il réserve à tout ce qui se présente, cette espèce de bienveillance sans arrière-pensée et de dangereuse insouciance à l'égard du oui et du non, toutes ces vertus, hélas, il ne laisse pas de les payer cher dans bien des cas, et comme homme, il en devient trop facilement le caput mortuum. Attend-on de lui de l'amour et de la haine, je veux dire de l'amour et de la haine au sens où l'entendent Dieu, les femmes ou les bêtes, il fera son possible et donnera son possible. Mais qu'on ne s'étonne pas si c'est peu, si dans ce domaine-là il se montre faux, mal assuré, inconsistant et faible. Son amour est voulu, sa haine est artificielle. Elle ressemble plutôt à un tour de force, à une petite vanité et à une légère exagération. Il n'est lui-même qu'autant qu'il peut être objectif. Chez lui, la nature et le naturel se sont réfugiés dans son totalisme serein. Son âme miroir, qui se fait toujours lisse, ne sait plus affirmer, ne sait plus nier. Il ne commande pas, il ne détruit pas non plus. Je ne méprise presque rien, dit-il avec Leibniz. Entendons bien ce presque et notons-le. Ce n'est pas non plus un modèle à suivre, il ne précède ni ne suit personne. D'une manière générale, il se place trop à l'écart pour avoir un motif de prendre parti entre le bien et le mal. En le confondant, comme ce fut si longtemps le cas, avec le philosophe, le modeleur césarien des âmes qui réagit violemment en face de la culture, on lui a fait trop d'honneur et on a méconnu le trait essentiel de sa nature, qu'il est un instrument, un esclave, le plus éminent de tous les esclaves, à coup sûr, mais rien en soi, presque rien. L'homme objectif est un précieux instrument de mesure, un chef-d'œuvre de miroiterie, fragile et vite terni, qu'il faut ménager et honorer. Mais ce n'est pas une fin, pas une issue ou un essor, pas un homme complémentaire dans lequel le reste de l'existence se légitime, pas un terme, et encore moins un commencement, une naissance et une cause première, rien de virulent, de puissant et d'autonome qui aspire à dominer. C'est bien plutôt un vase délicat et plastique, auquel il faut une forme et un contenu pour se modeler sur eux. C'est d'ordinaire un homme sans forme ni contenu, un individu désintéressé. Rien non plus pour les femmes, par conséquent, soit dit entre parenthèses. Thèse 208e. Lorsqu'un philosophe d'aujourd'hui donne à entendre qu'il n'est pas un sceptique, j'espère qu'on l'a deviné à travers cette caractérisation de l'esprit objectif, on en prend note à contre-cœur, on le considère avec une certaine appréhension, on aurait tant et tant à questionner. À partir de ce moment, les esprits timorés, ils sont légions de nos jours, le tiennent pour dangereux. En entendant rejeter le scepticisme,
Ils croient percevoir quelques rumeurs lointaines et menaçantes. Ils ont l'impression que l'on expérimente quelque part un nouvel explosif, une dynamite intellectuelle, peut-être un nihiline russe nouvellement découverte, un pessimisme Bonae Woloniatis qui, chose horrible, ne se borne pas à parler négativement et à vouloir négativement, mais agit négativement. Contre cette sorte de bonne volonté, cette volonté de nier réellement, activement la vie, il n'existe pas de meilleur somnifère, de plus infaillible sédatif que le scepticisme, le doux, bienfaisant, assoupissant pavot du scepticisme, et Hamlet lui-même se voit mis en garde par les médecins du temps contre l'esprit et ses menées souterraines. Les oreilles ne nous bourdonnent-elles pas de rumeurs alarmantes, dit le sceptique, qui veut la tranquillité presque autant qu'un sergent de ville. Ce nom souterrain est épouvantable. Silence, enfin, taupe pessimiste. Le sceptique, en effet, cette créature délicate, s'effraie très vite. Sa conscience est dressée à frémir devant n'importe quel non, voire déjà devant un oui résolu et rude. Il y sent comme une morsure. Le oui et le non offensent sa morale. En revanche, il aime à se complaire dans sa vertueuse et noble abstention et déclarer avec Montaigne « Que sais-je » ou avec Socrate « Je sais que je ne sais rien » ou « Je n'ose pas, je ne vois s'ouvrir aucune porte » ou « Une porte fut-elle ouverte, est-il bien nécessaire d'entrer » ou encore « À quoi bon toutes ces hypothèses prématurées » Il pourrait être de bon goût de ne pas faire d'hypothèse du tout. Vous faut-il donc à toute force redresser ce qui est courbe, boucher chaque trou avec n'importe quelle étoupe? N'avons-nous pas le temps? Le temps n'a-t-il pas le temps? Ne pouvez-vous donc attendre, démon maudit? L'incertitude aussi possède son charme. Le sphinx aussi est une Circé. Circé aussi fut une philosophe. Ainsi se console le sceptique. Et il est vrai qu'il en a besoin. Le scepticisme, en effet, est l'expression la plus intellectuelle d'une complexion physiologique très répandue que la langue courante nomme neurasthénie et débilité maladive. Elle apparaît chaque fois que des races ou des classes longtemps séparées se croisent brusquement et d'une manière décisive. Dans la race nouvelle, qui reçoit en son sang l'héritage de normes et de valeurs différentes, tout est agitation, dérèglement, doute, projet. Les meilleures énergies agissent comme des inhibitions. Les vertus mêmes se contrarient et s'affaiblissent mutuellement. Les corps, aussi bien que les âmes, ne connaissent ni équilibre, ni centre de gravité, ni aplomb. Mais ce qui est le plus atteint dans de telles métisses, ce qui dégénère le plus profondément, c'est la volonté. Ils ont perdu le sens de la décision indépendante, du hardi plaisir de vouloir. Ils doutent de leur libre arbitre jusque dans leurs rêves. C'est pourquoi notre Europe contemporaine, théâtre d'une tentative follement rapide pour mélanger radicalement les classes et par conséquent les races, est sceptique de fond en comble. C'est tantôt un scepticisme agile qui bondit impatiemment, lascivement, de branche en branche, tantôt un scepticisme trouble comme une nuée chargée d'interrogations, car elle est lasse de sa volonté à en mourir. Paralysie de la volonté. Où ne rencontre-t-on pas cet infirme aujourd'hui? Et dans quelle tenue, par surcroît, dans quel séduisant costume? On a taillé pour cette maladie les plus somptueux habits de mensonge. La majeure partie, par exemple, de ce qui se propose aujourd'hui dans les vitrines sous le nom d'objectivité, d'esprit scientifique, d'art pour art, de connaissances pures et désintéressées, n'est que scepticisme paré et abouli déguisé. Voilà un diagnostic de la maladie européenne dont je me porte garant. La maladie de la volonté est inégalement répandue en Europe. Elle se manifeste le plus fortement et le plus diversement là où la civilisation s'est implantée depuis le plus grand nombre de siècles. Elle diminue dans la mesure où le barbare fait encore, ou de nouveau,
valoir son droit sous le vêtement flottant de la culture occidentale. C'est ainsi que la volonté est le plus gravement malade dans la France actuelle, comme on peut aussi bien l'inférer que le constater. Et la France, qui a toujours su magistralement tourner en charme et en séduction même les plus néfastes tendances de son génie, affirme aujourd'hui plus que jamais sa supériorité culturelle en Europe en se présentant comme l'école et le magasin de tous les prestiges du scepticisme. La force de vouloir et de vouloir longtemps est déjà un peu plus ferme en Allemagne. Elle est plus ferme en Allemagne septentrionale qu'en Allemagne centrale, nettement plus ferme en Angleterre, en Espagne et en Corse, liée tantôt au flegme, tantôt à l'entêtement, pour ne rien dire de l'Italie, encore trop jeune pour savoir ce qu'elle veut et qui doit d'abord prouver qu'elle sait vouloir. Mais elle est la plus forte et la plus surprenante dans cet immense empire du milieu où l'Europe reflue en quelque sorte vers l'Asie, en Russie. Là, l'énergie de la volonté s'est depuis longtemps accumulée et thésaurisée. Là, elle attend menaçante. Pour affirmer ou pour nier, on ne le sait encore, attend de se libérer pour emprunter aux physiciens d'aujourd'hui leurs termes favoris. Peut-être ne faudrait-il pas seulement des guerres aux Indes et des imbroglios en Asie pour délivrer l'Europe du plus grand danger qui la menace, mais des bouleversements intérieurs, l'éclatement de l'Empire russe en une mosaïque de petits États, et avant tout l'introduction de l'imbécilité parlementaire jointe à l'obligation pour chacun de lire son journal au petit déjeuner. Ce n'est pas que je souhaite une pareille évolution, je souhaite plutôt le contraire, une telle aggravation de la menace russe qu'elle contraigne enfin l'Europe à devenir tout aussi menaçante, à se forger sa propre volonté, par le moyen d'une nouvelle caste régnant sur l'Europe, une volonté redoutable et à longue portée, capable de se fixer des buts pour des millénaires. Ainsi l'Europe en finirait une bonne fois pour toutes avec la comédie trop prolongée de sa division en petits États et de ses velléités divergentes, dynastiques ou démocratiques. Le temps de la petite politique est passé. Le siècle prochain, déjà, apportera la lutte pour la domination universelle, l'obligation d'une grande politique. Thèse 209e. Pour illustrer dans quelle mesure l'ère de conflit dans laquelle nous, Européens, sommes déjà visiblement entrés peut favoriser une autre variété de scepticisme, plus vigoureuse, je me contenterai provisoirement de recourir à une comparaison que saisiront tous ceux qui connaissent l'histoire allemande. Le fervent amateur de beaux grenadiers bien bâtis, qui alors qu'il était roi de Prusse donna naissance à un génie militaire et sceptique, et par là, au fond, à ce nouveau type allemand qui vient de s'imposer victorieusement, l'extravagant père du grand Frédéric posséda lui-même sur un point la lucidité et l'heureuse intuition du génie. Il savait ce qui manquait à l'Allemagne d'alors, et que ce manque était 100 fois plus inquiétant que, par exemple, le défaut de culture ou de manière polie. Son antipathie à l'égard du jeune Frédéric traduisait l'angoisse d'un instinct profond. Les hommes manquaient, et pour son amer dépit, il soupçonnait son propre fils de n'être pas assez un homme. Il se trompait, mais qui ne se serait pas trompé à sa place? Il voyait son fils adonné à l'athéisme, à l'esprit, à l'hédonisme léger de quelques Français spirituels. Il voyait à l'arrière-plan la grande suceuse de sang, l'araignée du scepticisme. Il pressentait la misère incurable d'un cœur qui n'est plus assez dur ni pour le mal ni pour le bien, d'une volonté brisée qui ne commande plus, qui ne peut plus commander. Mais entre-temps, cette variété nouvelle de scepticisme, plus redoutable et plus dur, grandissait dans l'âme de son fils, favorisée, qui sait dans quelle mesure, par la haine paternelle et la mélancolie glacée d'une volonté vouée à la solitude, un scepticisme audacieux et viril, intimement apparenté au génie de la guerre et de la conquête,
et qui apparut pour la première fois en Allemagne sous les traits de Frédéric le Grand. Un tel scepticisme méprise son objet et cependant s'en empare. Il sape et prend en possession. Il n'a pas la foi, mais ne s'égare pas pour autant. Il accorde à l'esprit une périlleuse liberté, mais surveille rigoureusement le cœur. C'est la forme allemande du scepticisme, qui, sous les espèces d'un frédéricanisme continué et haussé jusqu'aux choses de l'esprit, a placé assez longtemps l'Europe sous la souveraineté de l'esprit allemand et de sa méfiance historique et critique. L'énergie virile et tenace des grands philologues et historiens allemands, qui furent tous aussi, quand on regarde bien, des maîtres dans l'art de détruire et de disséquer, fit peu à peu venir au jour, en dépit de tout le romantisme de la musique et de la philosophie, une notion nouvelle de l'esprit allemand, où le scepticisme occupe une place prépondérante. Sous la forme par exemple de l'intrépidité du regard, de la hardiesse et de la fermeté de la main qui dissèque, de l'énergie tenace qui entreprend de périlleux voyages de découverte, des expéditions polaires spirituelles sous un ciel vide et menaçant. Des esprits humanitaires, au cœur généreux et à l'esprit superficiel, peuvent avoir de bonnes raisons de se signer devant cette sorte d'esprit, cet esprit fataliste, ironique, méphistophélique, comme dit Michelet avec un frisson. Mais si on veut se faire une idée de l'honneur qui nous revient de cette crainte de l'homme dans l'esprit allemand, cet esprit qui a réveillé l'Europe de son sommeil dogmatique, il suffit de se rappeler l'idée qu'on s'en faisait antérieurement et dont il a fallu sortir comme de ce sommeil, de songer comment, il n'y a pas tant d'années, une virago a osé, avec une impertinence sans limite, recommander les Allemands à la sympathie de l'Europe en les décrivant comme de doux rustres inoffensifs, débonnaires et poètes. Comprenons enfin, dans son sens profond, la surprise de Napoléon quand il rencontra Goethe. Elle trahit ce qu'on s'était représenté durant des siècles, sous le nom d'esprit allemand. Voilà un homme. Cela signifiait « Mais c'est un homme. Je ne m'attendais à voir qu'un Allemand. » Thèse 210e. Si donc les philosophes de l'avenir doivent présenter un trait qui laisse pressentir qu'ils seront des sceptiques, dans le sens que je viens de préciser, il ne sera qu'un de leurs caractères et non le principal. Ils pourraient prétendre non moins légitimement au titre de critiques, et ce seront à coup sûr des expérimentateurs. Le nom dont je me suis hasardé à les baptiser souligne déjà expressément le goût et le plaisir qu'ils prendront à se livrer à des expériences. Est-ce parce que critiques jusqu'à la racine de leur être, ils aimeront à expérimenter dans un sens nouveau, peut-être plus vaste, peut-être plus périlleux? Devront-ils, dans leur passion de la connaissance, pousser leurs expériences hardies et douloureuses plus loin que ne le supporte le goût amolli et douillet d'un siècle démocratique? N'en doutons pas. Ces hommes à venir pourront se passer moins que personne des vertus graves et malaisées qui distinguent le critique du sceptique. Je veux dire la sûreté d'appréciation, la maîtrise consciente d'une méthode cohérente, un courage avisé, le pouvoir d'être seul et de répondre d'eux. Davantage, ils savoureront leur plaisir de nier et de disséquer, et une certaine cruauté qui s'entend à manier le scalpel avec sûreté et délicatesse, même quand le cœur saigne. Ils seront plus durs, et peut-être pas toujours uniquement contre eux-mêmes, que ne le souhaiteraient les esprits humanitaires. Ils ne s'approcheront pas de la vérité pour qu'elle leur plaise, ou les exalte, ou les enthousiasme. Ils ne croiront guère que la vérité apporte de telles jouissances aux sentiments. Ils souriraient, ces esprits sévères, d'entendre quelqu'un leur déclarer « Cette pensée m'exalte, comment ne serait-elle pas vraie ?» ou « Cette œuvre me ravit, comment ne serait-elle pas belle ?» ou « Cet artiste me grandit, comment ne serait-il pas grand ?» Peut-être feront-ils plus que sourire,
mais éprouveront une véritable nausée devant ces balivernes et ce qu'elles comportent d'exalté, d'idéaliste, de féminin, d'hermaphrodite, et qui pénétraient dans le secret de leurs pensées, y découvriraient difficilement le dessein de réconcilier les sentiments chrétiens avec le goût antique, ou ce qui serait un comble avec le parlementarisme moderne, réconciliation qu'en notre siècle incertain, et par suite très conciliant, on rencontre, paraît-il, jusque chez les philosophes. Ces philosophes de l'avenir ne se plieront pas seulement à la discipline critique et à des habitudes qui conduisent à la netteté, à la rigueur dans les choses de l'esprit. Il se pourrait qu'ils fassent montre de ces vertus comme de leur parure, et néanmoins ils ne voudront pas être appelés critiques pour autant. À leurs yeux, ce n'est pas faire un petit affront à la philosophie que de décréter, comme si souvent de nos jours, la philosophie elle-même est une critique, une science critique et rien d'autre. Il se peut qu'un tel jugement sur la philosophie reçoive l'assentiment de tous les positivistes de France et d'Allemagne, et peut-être eût-il même flatté le cœur et le goût de Kant. Souvenons-nous des titres de ses œuvres maîtresses. Nos nouveaux philosophes n'en continueront pas moins de dire « Les critiques sont les instruments du philosophe, et comme tels, il s'en faut de beaucoup qu'ils soient eux-mêmes des philosophes. » Le grand chinois de Königsberg ne fut lui aussi qu'un grand critique. Thèse 211e. Qu'on cesse enfin, j'y insiste, de confondre les ouvriers de la philosophie et les hommes de science en général avec les philosophes. C'est ici qu'il convient d'accorder rigoureusement à chacun son dû, et non pas trop au premier, trop peu au second. Peut-être est-il nécessaire à son éducation que le vrai philosophe passe lui-même par les différents degrés où ses serviteurs, les ouvriers scientifiques de la philosophie, se sont arrêtés, doivent s'arrêter. Peut-être doit-il avoir été lui-même critique, sceptique, dogmatique, historien, et par surcroît poète, collectionneur, voyageur, déchiffreur d'énigmes, moraliste, voyant, esprit libre, avoir été presque tout pour être en mesure de parcourir en son entier le cercle des valeurs et des sentiments de valeurs humaines, et de considérer les choses à travers toutes sortes d'yeux et de consciences, d'en haut regardant vers tous les lointains, d'en bas vers toutes les cimes, d'un coin dans toutes les directions. Mais ce ne sont là que des conditions préalables. Sa tâche elle-même requiert autre chose. Elle exige qu'il crée des valeurs. Ces ouvriers de la philosophie, taillés sur le noble modèle de Kant et de Hegel, ont à établir et à formuler, que ce soit dans l'ordre de la logique, de la politique, de la morale ou de l'esthétique, une masse considérable de jugements de valeur, c'est-à-dire de valeurs qui ont été posées, créées autrefois, qui sont devenues prépondérantes et sont nommées vérités pour un temps. Il appartient à ces chercheurs de rendre clairs, intelligibles, tangibles, maniables tous les événements et les jugements antérieurs, d'abréger les longueurs, d'abréger le temps même et de dominer le passé tout entier. Tâche immense et magnifique au service de laquelle les fiertés délicates et les volontés tenaces ne manqueront pas de trouver leur compte. Mais les philosophes proprement dits sont des hommes qui commandent et qui légifèrent. Il en sera ainsi. Ils déterminent la destination et la finalité de l'homme, et disposent pour cela du travail préparatoire de tous les ouvriers de la philosophie, de tous ceux dont le savoir domine le passé. Ils tendent vers l'avenir des mains créatrices. Tout ce qui est, tout ce qui fut, leur devient moyen, instrument, marteau. Leur connaissance est création. Leur création est législation. Leur volonté de vérité est volonté de puissance. Y a-t-il aujourd'hui de tels philosophes? Y eut-il déjà de tels philosophes? Ne faut-il pas qu'il y ait de tels philosophes?
Thèse 212e. J'ai le sentiment toujours plus net que le philosophe qui est nécessairement l'homme de demain et d'après-demain s'est trouvé et devait se trouver à n'importe quelle époque en contradiction avec le présent. Jusqu'ici, tous ces extraordinaires promoteurs de l'humanité que l'on nomme des philosophes et qui se crurent rarement eux-mêmes des amis de la vérité, mais des fous déplaisants et des dangereuses énigmes, placèrent leurs tâches, leurs rudes, involontaires, inéluctables tâches, mais finalement la grandeur de leurs tâches dans cette ambition, devenir la mauvaise conscience de leur temps. C'est précisément en disséquant les vertus de leur temps qu'ils trahirent leurs propres secrets. Ils agissaient ainsi pour connaître une nouvelle grandeur de l'homme, pour découvrir un chemin non frayé vers son accroissement. Chaque fois, ils virent tout ce qui se cachait d'hypocrisie, de confort moral, de négligence, d'indolence, en un mot de mensonge dans l'idéal moral de leur temps, combien il y avait de vertus usées. Chaque fois, ils dirent « Il nous faut aller plus loin, là où vous, hommes d'aujourd'hui, vous vous sentez le moins chez vous. » En face d'un monde d'idées modernes qui aimerait confiner chacun dans un coin et dans une spécialité, un philosophe serait contraint, s'il pouvait y avoir des philosophes d'aujourd'hui, de placer la grandeur de l'homme, la notion même de grandeur, dans l'étendue et la diversité de l'esprit, dans une totalité faite de multiplicité. Il fixerait même le rang et la valeur d'un homme d'après l'ampleur et la diversité de ce qu'il peut supporter et réassumer, selon la portée qu'il s'est donnée à sa responsabilité. Aujourd'hui, le goût du temps et les vertus du temps débilitent et amenuisent la volonté. Rien de plus répandu en notre temps que la faiblesse de la volonté. Par conséquent, dans l'idéal du philosophe, l'énergie de la volonté, la dureté, l'aptitude à former des résolutions à longue échéance doivent faire partie du concept de grandeur. De même, la doctrine opposée à l'idéal d'une humanité stupide, résignée, soumise, sans passion, ont été conformes à une époque d'un caractère opposé qui, tel le XVIe siècle, souffrait de l'énergie accumulée de son vouloir et des orages furieux de ses passions. Au temps de Socrate, dans une société d'hommes aux instincts fatigués, parmi les Athéniens conservateurs de vieilles souches qui s'abandonnaient au bonheur, comme il disait, à leur plaisir en fait, et qui avaient encore la bouche pleine de vieilles formules pompeuses auxquelles leur vie ne leur donnait plus droit depuis longtemps, l'ironie fut peut-être nécessaire à la grandeur de l'âme, cette socratique et méchante assurance du vieux médecin, du vieux plébéien qui tranchait sans ménagement dans sa propre chair, aussi bien que dans la chair et le cœur des aristocrates, avec un regard qui disait clairement « Ne dissimulez pas devant moi. Sur ce chapitre, nous sommes tous pareils. » Aujourd'hui, au contraire, où en Europe l'animal grégaire est le seul à recevoir et à dispenser les honneurs, où l'égalité des droits pourrait très bien se muer en égalité des non-droits, je veux dire en réprobation générale de tout ce qui est rare, insolite, privilégié, en haine de l'homme supérieur, de l'âme supérieure, du devoir supérieur, de la souveraineté créatrice. Aujourd'hui, le sens aristocratique, la volonté de ne dépendre que de soi, le pouvoir d'être différent, seul et réduit à soi-même, font partie de la grandeur, et le philosophe trahira quelque chose de son propre idéal en postulant que le plus grand sera celui qui saura être le plus solitaire, le plus impénétrable, le plus à l'écart, l'homme par-delà bien et mal, l'homme maître de ses vertus, en qui surabonde l'énergie du vouloir. Il nommera grandeur le pouvoir d'unir la totalité à la multiplicité, l'ampleur à la plénitude. Et demandons-le encore une fois, la grandeur est-elle aujourd'hui encore possible ? Thèse 213e. Il est difficile d'enseigner ce qu'est un philosophe
parce qu'il n'y a rien à apprendre. On doit le savoir d'expérience, ou avoir l'orgueil de ne pas le savoir. Si de nos jours chacun parle de choses dont il ne peut avoir aucune expérience, cela est vrai surtout du philosophe et de l'esprit philosophique. Très peu d'hommes connaissent cet esprit, peuvent le connaître, et toutes les opinions populaires sur ce chapitre sont fausses. Ainsi, par exemple, cette association d'une intellectualité hardie et libre qui se meut avec agilité et d'une nécessaire rigueur dialectique, qui ne commet pas un faux pas, reste inconnue à l'expérience de la majorité des penseurs et des savants, et de ce fait, elle leur paraîtrait incroyable si on leur en parlait. Dans toute leur nécessité, ils voient une contrainte pénible. La pensée elle-même leur apparaît comme quelque chose de lent, d'hésitant, presque comme une torture. Bien souvent, ils la pratiquent à la sueur de leur front, et tiennent pour noble cette sueur. Ils n'y voient jamais une activité légère, divine, qui s'apparente de très près à la danse et à la joie. Penser et prendre une chose au sérieux, avec un esprit pesant, c'est tout un pour eux. Ils n'ont pas d'expérience autre de la pensée. Sur ce point, les artistes font preuve d'un flair plus subtil. Ils savent bien que là où ils ne se forcent plus mais obéissent à la nécessité, leur sentiment de liberté, de délicatesse, de toute puissance atteint son apogée, qu'ils sont alors maîtres de créer et de modeler à leur gré, qu'à ce moment, en un mot, la nécessité et le libre arbitre s'unissent en eux. Il existe, en définitive, une hiérarchie des états d'esprit à laquelle correspond la hiérarchie des problèmes. Et les problèmes les plus élevés repoussent impitoyablement tous ceux qui osent s'en approcher sans posséder l'esprit élevé et puissant qui les prédestine à les résoudre. C'est en vain que d'habiles intelligences mondaines ou de braves mécanistes ou empéristes à l'esprit pesant se pressent avec une ambition plébéienne jusqu'au voisinage de ce saint des saints, comme c'est le cas si souvent aujourd'hui. Les pieds des rustres n'ont jamais le droit de fouler ces lieux réservés. L'ordre même des choses les en empêche. Les portes restent fermées devant ces importuns, même s'ils y heurtent leur front au point de se fracasser le crâne. Nul ne pénètre dans un monde supérieur à moins d'y avoir un droit de naissance. Soyons plus clairs, il faut être formé et façonné pour un tel monde. Nul n'a le droit de se dire philosophe, ce mot étant pris dans son sens suprême, à moins que son origine ne l'y autorise. Ici aussi, les ancêtres, le sang, jouent un rôle déterminant. Pour produire un philosophe, il faut le travail d'un grand nombre de générations. Il faut que ces vertus aient été acquises et cultivées une à une, puis transmises par hérédité, afin qu'elles deviennent chair et sang. Je ne songe pas seulement au vol hardi et léger des pensées, mais avant tout au goût des grandes responsabilités, à la majesté du regard dominateur, au pouvoir de s'abstraire de la foule, de ses tâches et de ses vertus, à la bienveillance qui prend parti pour ce qu'on méconnaît et calomnie, s'agit-il de Dieu ou du diable, à la joie de pratiquer une justice de grande envergure, à l'art de commander, à l'ampleur du vouloir, au regard attentif qui admire rarement, respecte rarement, aime rarement.